Parti. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire co-animé par EZ et Ikula sur comment anticiper et se protéger face aux cybermenaces en constante évolution. Donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je vais me présenter. Je suis Jérémy Jaffry. Je suis le co-directeur commercial pour EZ France et je serai aujourd'hui accompagné de Anthony. Anthony, je te laisse si tu veux te présenter. Oui, bonjour, donc moi c'est Anthony Collard et je suis directeur du système d'information d'Icula. Et je suis chez Icula depuis une quinzaine d'années maintenant, étant passé avant par l'infogérance, on verra, on y reparlera un petit peu tout à l'heure. Je te remercie, Anthony. Donc effectivement, le webinaire va durer à peu près une petite heure et le but, ça sera de parler à la fois de EZ et bien évidemment d'Ikula. Voici le sommaire. Donc qui est EZ? Bien évidemment, je vais vous présenter qui est l'éditeur EZ. On va également parler de l'évolution aujourd'hui des cybermenaces et donc des usages et besoins au niveau de vos sociétés. Et ensuite, on verra comment, avec Ikula, renforcer le niveau de sécurité. Et puis ensuite, Anthony abordera la partie offre Ikula avec la cybersécurité chez Ikula, la protection EZ qui a été sélectionnée par Ikula et inclus dans les offres, et également l'accompagnement dans vos projets de cybersécurité, que ce soit par Ikula ou par Ikula et EZ. Il y a une fenêtre de chat normalement qui doit être disponible. Nous laisserons que plusieurs minutes à la fin de la présentation pour des questions-réponses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat pendant la présentation. Donc pour commencer, qui est Z? On va rapidement vous présenter qui est Z. Aujourd'hui, Z, c'est tout simplement un éditeur de sécurité, de cybersécurité, d'antivirus, d'anti-malware. C'est le premier éditeur européen aujourd'hui. Il faut savoir que EZ, le siège monde de EZ est basé à Bratislava, en Slovaquie, dans l'Union européenne. C'est une entreprise privée et indépendante qui est toujours dirigée par les créateurs historiques alors, de Note 32. Peut-être que vous connaissez EZ sous le nom Note 32. Note 32 aujourd'hui est le produit d'entrée de gamme au niveau particulier, mais c'était le nom de notre moteur antiviral il y a des années. Et donc, il y a encore quelques années, EZ était plus connu sous le nom Note 32 que EZ en lui-même. Au niveau du paysage un petit peu EZ dans le monde, donc comme j'ai dit, c'est 30 années d'innovation technologique. La société existe depuis plus de 30 ans. Il faut savoir que les fondateurs de la société sont toujours aujourd'hui aux commandes. Elle n'a pas été vendue à des investisseurs, des actionnaires. Il faut savoir qu'EZ est totalement maître de sa technologie et donc investi dans la recherche et le développement par rapport aux cybermenaces et aux technologies pour s'y protéger. Il y a aujourd'hui à peu près plus de 110 millions d'utilisateurs protégés dans le monde par les solutions EZ. Donc quand je parle d'utilisateurs protégés, ce sont des machines, postes de travail, serveurs, smartphones, qui sont protégés directement par une solution EZ. Et si on prend, vous voyez des logos que vous connaissez certainement, si on prend notre partenariat avec Google depuis plusieurs années, il faut savoir qu'aujourd'hui, la technologie EZ a été sélectionnée par Google, un éditeur américain qui a choisi un éditeur européen pour se sécuriser. Ça a le mérite d'en parler. Donc, la technologie EZ est inclue dans le navigateur Google Chrome, c'est-à-dire que quand vous utilisez aujourd'hui un navigateur Chrome, il y a une technologie EZ derrière qui tourne pour protéger les utilisateurs et également et surtout le store applicatif qui est protégé par la technologie EZ. On sait que les applications, les stores sous Android sont plus ouverts qu'un store iOS, par exemple, et que donc il est nécessaire de protéger les applications qui peuvent être présentes sur ce store. Et donc, Google a fait le choix de sélectionner EZ pour protéger également son store applicatif. Et donc, si on prend tous les utilisateurs Google, bien évidemment, on monte à plus d'1 milliard d'internautes protégés par la technologie EZ. Et donc, ce partenariat avec Google nous permet aujourd'hui d'avoir, et du fait des 1 milliard d'internautes, d'avoir des remontées, d'importantes remontées au niveau de l'écosystème des cybermenaces. Bien évidemment, on va pouvoir récolter un maximum d'informations, de données des internautes sur justement les potentiels sites frauduleux, toutes les menaces que l'on est capable de détecter et de communiquer au niveau de tout le réseau EZ dans le monde.
On verra l'importance aujourd'hui des connexions entre utilisateurs. Le but de communiquer le plus rapidement possible, c'est de pouvoir permettre à nos utilisateurs de se prémunir et de se protéger le plus rapidement possible face aux nouvelles menaces qui apparaissent constamment sur le marché. Alors, j'essaie juste de passer. Au niveau de la présence de EZ dans le monde, c'est une entreprise européenne présente sur tout le globe. On voit que le siège est donc en Slovaquie, à Bratislava. Et on va également voir qu'il y a des offices. Les offices, c'est là où EZ est présent directement, par exemple Canada, États-Unis, Australie, Mexique et d'autres. Et ensuite, le bleu clair sera tout simplement ce que l'on appelle des exclusive partners, comme en France, c'est-à-dire des sociétés spécialisées, des distributeurs exclusifs à valeur ajoutée qui représentent EZ en France. Donc c'est le cas pour la France, qui représente EZ dans le monde, pardon. Et c'est le cas pour la France. Aujourd'hui, EZ est représenté par une société qui est Athena Global Service, qui est le distributeur exclusif des solutions EZ en France et en Afrique francophone, ce qui inclut que tout le service EZ va être en français, que ce soit le service technique, le service marketing, le service commercial, le service administratif. Finalement, ce sont des antennes présentes dans des pays au niveau local. On va avoir également plus de 400 000 aujourd'hui entreprises clientes et surtout plus 13 centres de recherche et développement. Et donc ces 13 centres de recherche vont être positionnés un peu partout sur le globe. Le but, c'est d'être présent sur différents fuseaux horaires. Et toujours pareil, on va parler de réactivité. Le but, c'est d'avoir des chercheurs un peu partout dans le monde. Et dès que des nouvelles menaces sont détectées, le but, c'est de communiquer le plus rapidement possible à l'intégralité de nos utilisateurs et donc de ne pas attendre différentes mises à jour de bases de signatures. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'un antivirus, c'est-à-dire qu'il y a des bases de signatures qui sont un peu l'annuaire, l'encyclopédie des menaces présentes et répertoriées dans le monde. Et cette mise à jour de bases de signatures, il y en a 3, 4, 5 par jour. Mais s'il y a des nouvelles menaces, le but, c'est de pas attendre une mise à jour de cette base de signatures et de pouvoir communiquer instantanément les informations à nos utilisateurs. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, EZ est indépendante financièrement, c'est une société indépendante financièrement, ce qui lui permet de pouvoir développer ses propres technologies dans ses propres centres de recherche et développement. Et juste pour terminer sur cette partie-là, nous avons un centre de R&D présent au Canada, ce qui nous permet de pouvoir alimenter un blog qui s'appelle We Live Security, que je vous invite à consulter si vous souhaitez vous tenir informé des menaces. C'est un blog qui est alimenté par des chercheurs EZ, mais qui ne fait pas la promotion des solutions EZ. C'est tout simplement alimenté pour tenir informés les utilisateurs des nouvelles menaces dans le monde. Et donc, le fait que ce blog soit alimenté par nos chercheurs au Canada, c'est ce qui permet de pouvoir disposer de ce blog en français, ce qui est beaucoup plus agréable à lire pour des personnes qui ne sont pas forcément bilingues. Donc, comme je le disais rapidement, aujourd'hui, on parle de plus de 30 ans d'existence pour la société EZ. On y reviendra plus tard dans l'évolution justement de la technologie et des différentes technologies qui ont été développées depuis les années 90. Et sur la présence du marché mondial, je vais citer tout simplement quelques partenaires, quelques références. Au niveau mondial, on va avoir des sociétés telles que Honda, Canon, Toshiba, Mitsubishi. Le but, c'est de pas toutes les citer, c'est tout simplement de rappeler que EZ aujourd'hui est plébiscité pour sa légèreté produit et pour aussi le fait qu'il s'intègre très bien dans tous les systèmes pouvant exister, c'est-à-dire dans tous les systèmes, les corps de métier, que ce soit l'industrie ou autre. Le fait que ce soit un produit léger lui permet de très bien s'intégrer sur différents SI. Au niveau national, on va pouvoir citer la gendarmerie nationale avec qui on a le droit de communiquer ouvertement. Et d'ailleurs, vous pourrez très facilement trouver des interviews des DSI de la gendarmerie en tapant sur YouTube gendarmerie EZ. Vous trouverez différents DSI de la gendarmerie qui vont expliquer pourquoi ils ont fait le choix de EZ. On va également équiper certains cabinets ministériels, certaines entités étatiques sur lesquelles vous comprendrez que par souci de confidentialité, nous n'avons pas le droit de communiquer. Et également, EZ, comme d'autres éditeurs, aujourd'hui collaborent assez conjointement avec Europol, tout simplement dans la lutte face à la cybercriminalité.
Donc tout simplement, c'est nos chercheurs EZ aujourd'hui qui alimentent et qui communiquent constamment avec les membres de Europol pour échanger les informations sur justement cette cybercriminalité. Après avoir dressé un petit peu le paysage et représenté qui était EZ, pour ceux qui éventuellement d'entre vous ne connaissaient pas l'éditeur, aujourd'hui on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est tout simplement l'évolution des cybermenaces, ce qui fait qu'on va avoir également une évolution de nos usages et de nos besoins. Donc je vais commencer par cette slide qui est assez représentative et que j'aime bien. C'est tout simplement, si vous faites le choix aujourd'hui, l'expérience de tout simplement aller sur Google News et de taper cyberattaque. Je vais vous partager mon écran. Tout simplement, voilà, je viens de le faire. J'ai fait un tri par date tout simplement, et on voit que tout simplement, il y a des articles sur les cyberattaques en permanence. Vous pouvez le faire à tout moment de la journée, à tout moment de la semaine. Vous verrez qu'il y a toujours des articles qui datent de moins de 48 heures qui vont traiter d'une cyberattaque. Et donc, ça explique bien le fait et ça image le paysage actuel et l'évolution des attaques. On est vraiment dans un mood tout simplement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cyberattaques et elles sont quotidiennes. Et aujourd'hui, on va le voir après, ce n'est pas forcément des grosses entreprises du CAC 40 qui sont ciblées. C'est toutes les entreprises de l'écosystème français, mais européen et même mondial. Pourquoi il y a une évolution de ces cyberattaques? Tout simplement parce qu'il y a aussi une évolution de nos besoins aujourd'hui, notre manière de travailler, de fonctionner. Avec cette slide, je vais essayer de citer 3 ou 4 exemples pour vous imager finalement. Je pense que vous en avez conscience, mais en l'expliquant, ça reviendra peut-être à l'esprit. On a tendance de temps en temps à pas forcément s'en rendre compte, et pourtant c'est une réalité dans notre manière de fonctionner quotidienne. On va déjà avoir tout en haut à gauche une évolution de ce qu'on appelle le BIOD, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire d'apporter son propre matériel au sein de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 81% des entreprises l'autorisent. Donc, ça fait quand même 8 entreprises sur 10 qui autorisent aujourd'hui à leurs salariés d'utiliser leur outil personnel pour travailler sur le réseau professionnel. Donc, bien souvent, c'est des smartphones, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser son smartphone personnel pour accéder à ses mails professionnels, accéder au réseau de l'entreprise. Et finalement, ces machines, vu qu'elles sont personnelles, l'employeur n'a pas le droit d'imposer une protection dessus parce que ce n'est pas du matériel propriétaire de la société, de l'entreprise. Et donc, bien souvent, ces devices, ces smartphones, ces outils ne sont pas protégés par une suite de sécurité. Et donc, finalement, ce sont des outils qui ne sont pas protégés et qui ont pourtant un accès à l'entreprise. Et donc, ça représente une porte d'entrée, finalement, pour d'éventuels cyberattaquants. Ensuite, on va avoir une évolution aujourd'hui du travail à distance, que ce soit les salariés qui pratiquent le travail à distance. Donc, quand on parle de travail à distance, c'est-à-dire que ce sont des salariés qui ne sont pas sur le site, par exemple au siège social de la compagnie, qui vont être en full télétravail, qui vont travailler en région. C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. On voit qu'aujourd'hui 3 salariés sur 10 le font. C'est quelque chose qui va être de plus en plus dans l'air du temps aujourd'hui parce que il y a des besoins et notamment après la crise sanitaire, on a vu qu'il y a des besoins personnels où on souhaite potentiellement quitter certaines grandes villes et un petit peu s'expatrier dans d'autres régions de France. Nous, on peut le citer chez Z France, où notre siège est en région parisienne, et pour autant, nous avons des collaborateurs sur toute la France qui vivent en région et qui remontent quelquefois au siège. Donc, ces salariés pratiquent en permanence le travail à distance, et c'est important de les protéger, de mettre en place des outils qui permettent de communiquer de manière sécurisée entre finalement leur connexion Internet et le point d'entrée de notre siège social en région parisienne. Donc ça, c'est les salariés qui pratiquent le travail à distance. Et en termes de télétravail, il y a une très forte évolution également suite à la crise sanitaire, mais également de plus en plus aujourd'hui, on voit que de plus en plus d'employeurs autorisent le télétravail. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 3,6 jours par semaine en télétravail, contrairement à 1,6 jours fin 2019, donc ce qui correspondait à l'avant
finalement à l'avant Covid, juste avant le Covid. Donc il y a une très forte augmentation du télétravail et donc tout comme le travail à distance, ça va nécessiter de mettre en place tout simplement la sécurité, plus de sécurité entre les collaborateurs à distance en télétravail et le point d'entrée de la compagnie, les serveurs, finalement tout ce qui va permettre d'accéder à la donnée de la société. Donc ce travail à distance représente de plus en plus finalement de brèches, de portes d'entrée pour les cyberattaquants. Et donc c'est tout simplement une évolution de notre manière de communiquer, de travailler, qui fait qu'aujourd'hui, les cyberattaquants en profitent pour développer des menaces qui vont se servir de ces brèches. Et le but aujourd'hui, ça va être de monter en compétence sur sa sécurité pour se protéger. Et enfin, on va avoir une dernière évolution, vous voyez en haut à droite sur cette slide, qui va être tout simplement en corrélation avec la suite Microsoft Office 365. Tout simplement, c'est la suite qui, on le voit, qui explose le marché. On voit que depuis 2016, c'est en constante évolution au niveau du nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés utilisent la suite Office 365 et pour autant, la protection qui est inclue dans cette suite n'est pas forcément suffisante. On va parler de protection de mail, mais surtout d'autres protections. On est aujourd'hui sur du travail collaboratif, du stockage cloud. Je parlais pour ceux qui connaissent du SharePoint Online, du Teams, également du OneNote, tous ces outils finalement de la suite qui permettent de créer des fichiers, de les modifier, de les stocker et surtout de les échanger entre différents utilisateurs, collaborateurs. Et finalement, ces fichiers n'ont pas forcément il n'y a pas forcément d'outils de sécurité qui analysent ces fichiers entre une modification d'un utilisateur par rapport à un autre. Et pour autant, ça peut représenter des grosses failles de sécurité. Un utilisateur peut très bien être vérolé. L'attaquant se sert de ce fichier pour contaminer d'autres utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'il est important de protéger aussi cette suite Office 365. Nous verrons par la suite que EZ a développé une solution qui s'intègre à la suite Microsoft 365 pour protéger notamment la partie mail, mais comme je disais aussi tout l'aspect stockage en ligne et travail collaboratif. Par rapport à l'évolution de ces menaces et donc des utilisations, on va clairement rentrer dans le vif du sujet sur le besoin de renforcer son niveau de sécurité. Et c'est là où je souhaiterais un petit peu expliquer, sans trop rentrer dans le détail pour peut-être des personnes qui ne sont pas forcément technophiles ou férus de sécurité. Donc je vais essayer de vraiment, et ça va être le but de cette présentation EZ, de vulgariser un petit peu tout simplement la partie technologie, mais d'expliquer concrètement pourquoi aujourd'hui EZ est un produit léger et pourquoi c'est le premier éditeur européen. Et surtout également pourquoi Icula a fait le choix de nouer un partenariat avec EZ pour l'intégrer dans ses offres de sécurité. Donc on voit qu'il y a 30 années de recherche chez EZ. Donc je vais rapidement passer sur cette slide. Le but c'est pas de tout développer, c'est tout simplement pour ça image ce que j'ai dit tout à l'heure. EZ investit finalement ses bénéfices dans la recherche et développement et on voit que depuis 95, depuis les années 90, il y a des nouvelles briques de technologie qui sont conçues et développées par EZ tout simplement pour répondre à l'évolution des menaces et donc pour répondre à l'évolution des besoins du marché. Je vais passer tout de suite sur la slide suivante qui image finalement la technologie EZ. Et c'est cette slide qui est un peu sous ce qu'on appelle, on pourrait apparenter ça un peu à différentes couches comme avec un oignon. Finalement, aujourd'hui, la technologie EZ, c'est ce qu'on appelle la technologie multicouche. C'est ce dont ce que EZ a développé. EZ a fait le choix de développer plusieurs technologies qui vont venir s'enclencher, comme vous le voyez, après exécution, pendant l'exécution ou après l'exécution de la menace. Et le but, c'est d'avoir tout simplement différentes technologies qui ont une fonctionnalité bien précise et qui ne vont pas s'activer tout en même temps. Certains éditeurs aujourd'hui ont une technologie qui fait que c'est un noyau complet qui va s'activer et ce qui va demander beaucoup de ressources à la machine parce que finalement, pour n'importe quelle menace, on active l'intégralité de la technologie. Chez Z, on a fait le choix du multicouche, c'est-à-dire d'avoir différentes technologies qui vont s'activer en fonction de la menace, en fonction du comportement de la menace, et ce qui va permettre de gagner en légèreté. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes déjà utilisateur des Z,
J'espère que vous le saurez bientôt, et vous pourrez voir que justement sur votre machine, c'est pas un produit qui ralentit votre machine. Et dans les tests de laboratoires indépendants, EZ est très souvent plébiscité pour sa légèreté produit. Donc le but de cette slide, je ne vais pas également développer toutes les technologies. On va avoir des technologies, je vais juste en citer quelques-unes, qui vont s'enclencher avant l'exécution. Donc ça va être par exemple le scanner UEFI que vous voyez tout en bas à gauche. L'UEFI, il faut savoir ce que c'est l'évolution du BIOS, et que finalement, on va venir scanner l'UEFI. Pourquoi? Parce que il y a des menaces qui sont conçues pour s'enclencher au démarrage du BIOS avant d'arriver finalement sur on pourrait dire sur votre session Windows où il y aura votre partie antivirus qui va s'enclencher. Pour éviter que la menace soit détectée sur votre session, par exemple Windows, on va analyser le BIOS pour savoir s'il n'y a pas une menace qui est en train de se déclencher. On va également avoir de l'analyse ADN que vous voyez un peu plus en haut à gauche, qui va être basée sur le code d'une pièce jointe. Vous savez qu'en informatique, on parle de code binaire, une suite de 1 et de 0. Finalement, il y a certains bouts de code qui peuvent s'acheter sur le dark web, et qui peuvent être tout simplement intégrés à d'autres codes, intégrés dans un code pour essayer d'être noyés et essayer de pénétrer justement un réseau et potentiellement de cryptoloquer des données pour demander une rançon. Donc le but de l'analyse ADN, ça va être de détecter, d'analyser l'intégralité du code de la pièce jointe et de voir s'il y a dans ce code, il n'y a pas un bout du code qui a déjà été répertorié comme étant frauduleux. Donc ça, ce sera avant l'exécution de la menace. C'est tout ce qui va être en amont. Pendant l'exécution, je vais juste parler d'Advanced Memory Scanner. Donc, c'est le scanner de mémoire avancée. Ça va être un petit peu de scanner le comportement. Ça va être de l'analyse comportementale. Je vais prendre un exemple, c'est-à-dire qu'on va voir si, par exemple, un programme, un malware, s'il est en train de demander une entrée sur une ligne de code, on va être capable de détecter que c'est un comportement qui n'est pas normal par rapport à l'utilisateur. Donc, on va le bloquer l'exécution. Si on voit qu'il commence à demander des entrées sur une ligne de code ou qu'il commence à vouloir chiffrer de la donnée, on va être capable de détecter qu'il faut le bloquer. Et ensuite, après l'exécution, donc si jamais il y a une exécution, on va avoir notre live grid. Live grid, c'est un de nos piliers technologiques. Euh, c'est tout simplement de pouvoir communiquer. Je parlais tout à l'heure de réactivité. C'est le live grid, c'est ce qui va permettre de communiquer le plus rapidement possible à l'ensemble de notre base d'utilisateurs des nouvelles menaces et un correctif. Pour ceux qui font de la route et qui utilisent potentiellement Waze ou Coyote, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on va partir du principe que ça peut nécessiter un patient zéro. Donc, la première personne qui va se faire attraper au radar, tout simplement, on va communiquer l'information sur le live grid, va dire qu'il y a un radar à tel endroit, sur telle borne kilométrique. Finalement, le live grid, c'est exactement la même chose. Si on détecte une nouvelle menace qui n'est pas présente dans notre base de signature, dans notre annuaire des menaces, on va informer le EZ via le live grid, et le EZ va donner l'information à l'intégralité des 110 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc toute cette technologie, elle est multicouche, il faut vraiment retenir le nom. Je vais juste aussi terminer par le sandboxing que vous voyez en bas à droite, qui est avant l'exécution, en pré-exécution. Pour ceux qui connaissent pas le sandboxing, c'est ce qu'on appelle de l'émulation virtuelle. C'est-à-dire qu'on va émuler une machine virtuelle, c'est-à-dire on va simuler une machine, par exemple Windows, et tout simplement pour essayer d'analyser un comportement d'une menace. Donc, on va essayer de faire croire à la menace qu'elle est bien au bon endroit, et on va voir comment elle se comporte. Et si elle a un comportement malveillant, on va être capable de la bloquer. Et si si ce programme n'a pas un comportement malveillant, il va potentiellement être libéré. Cette analyse se fait en local, et on verra par la suite que le fait de faire de l'analyse en local, il peut y avoir des limites par rapport aux nouvelles menaces qui arrivent sur le marché. Quand on parle de menaces, on va parler souvent de deux types de menaces. La première, ça va être les attaques de masse. Et c'est vraiment là-dessus où je veux attirer l'attention, parce que quand on parle d'attaques de masse, on parle de cyberattaquants qui vont développer des menaces et qui vont privilégier la qualité au détriment de privilégier la quantité au détriment de la qualité. Pour eux, ça va être l'objectif, ça va être de
vraiment de taper dans de la forte volumétrie. Donc, ils vont créer des menaces qui sont autonomes et opportunistes. Bien souvent, c'est des ransomware as a service. Donc, c'est-à-dire qu'ils développent des ransomware qui vont être capables de crypter vos données, de pouvoir ensuite vous demander une rançon. Et quand on parle de ransomware as a service, c'est-à-dire que ce sont des cyberattaquants qui ont très bien conçu le ransomware, parce que derrière, et surtout le fonctionnement, parce que derrière, une fois que vous allez être crypto-loqué, crypté, vous allez avoir une fenêtre, un pop-up qui va s'ouvrir très généralement. Vous allez pouvoir communiquer avec le cyberattaquant, où il va vous dire sur quel compte ou par quel moyen payer pour essayer de retrouver la donnée. Donc à ce sujet, nous, bien évidemment, on déconseille fortement de payer parce que vous n'avez aucune garantie de retrouver vos données. Il y a certains hackers qui vont avoir une certaine éthique et peut-être après le paiement vous redonner accès à vos données, mais bien souvent, dans la plupart des cas, tout simplement vous payez, mais vous n'avez aucune garantie de recevoir et de retrouver accès à vos données. Donc ces menaces, elles vont également utiliser des failles TTP et des failles connues. Donc ce qu'on appelle des failles TTP, ça peut être également des failles 0-day, c'est-à-dire que ce sont des failles qui sont présentes dans certains logiciels et dont l'éditeur n'a pas encore eu connaissance. Donc les hackers vont utiliser ces failles parce qu'il n'y a pas de correctif pour pénétrer le réseau. Et donc le but, ça va être également de déployer ces menaces en masse. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on est dans un secteur d'activité bien précis, parce que potentiellement la taille de son entreprise n'est pas la taille d'une grosse PME ou d'une entreprise du CAC 40, et c'est pas pour ces raisons que vous ne pouvez pas potentiellement être une cible pour les cyberattaquants. Potentiellement, c'est un discours que l'on peut entendre. C'est-à-dire, mais moi, par rapport à mon domaine d'activité, je n'ai aucun intérêt, je ne représente aucun intérêt pour un cyberattaquant. Par rapport à la taille de mon entreprise, je ne représente aucun intérêt pour un hacker. Eh bien, c'est faux parce que dans les attaques de masse, comme je l'ai dit, on va privilégier la quantité au détriment de la qualité. Donc, bien souvent, ils vont essayer de déployer ces menaces sur un maximum de cibles. Et donc, ces cibles ne sont pas détectées ni identifiées. Ils vont utiliser, par exemple, le hameçonnage, les pièces jointes, essayer de miser sur la faille humaine, ce que l'on appelle la faille entre la chaise et l'écran. Ils vont essayer d'envoyer des faux mails et finalement d'attendre qu'un utilisateur, par inadvertance, accepte potentiellement, télécharge un fichier, une pièce jointe, clique sur une URL dans un mail et accède finalement, commence à ouvrir une porte d'entrée pour un cyberattaquant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les attaques de masse et c'est ce qu'il y a de plus répandu parce que forcément, si on déploie, par exemple, sur 10 000 cibles au hasard et qu'il n'y en a que 100 qui se sont fait attraper, finalement, c'est sensible, c'est quand même un gain pour le cyberattaquant. Ça, c'est la première typologie d'attaque, c'est ce qu'on appelle les attaques de masse. Et dans un monde en constante évolution, il va y avoir une deuxième typologie d'attaque. Donc on voit pourquoi les attaques sont faites aujourd'hui, pourquoi il y a des cybermenaces. Tout simplement parce qu'il y a les attaques sans fichier, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. On va voir juste après les attaques ciblées. On va voir le fléau actuel, qui est une véritable mafia, le rançongiciel, parce que le but, c'est de récupérer finalement de l'argent. Il y a un aspect pécunier derrière. Et ensuite, bien évidemment, il y a l'aspect cyberguerre, et malheureusement, on est en plein dedans actuellement. On va avoir les technologies EZ qui vont permettre de se prémunir par rapport justement à ces nouvelles cybermenaces, ces nouvelles menaces. Et on va également avoir une troisième métrique qui entre en jeu, c'est la mise en conformité. Aujourd'hui, vous avez potentiellement vos assurances, vos cyberassurances qui vous demandent de vous protéger avec telle typologie de produit, que ce soit un produit de cybersécurité, potentiellement peut-être que votre cyberassurance vous demande également de mettre en place de la sauvegarde au cas où. Ça fait partie d'une troisième métrique qui entre en jeu, c'est la mise en conformité de votre système d'information. Pour arriver, je regarde juste l'heure, il est 10h32, j'ai bientôt terminé pour laisser la parole à Anthony. Pour arriver sur la deuxième typologie d'attaques, qui sont des attaques ciblées, donc qui sont le contraire finalement des attaques de masse. Là, on va vraiment être sur des typologies d'attaques qui vont être coups humains.
Donc très souvent, c'est fait par des groupes financés, c'est-à-dire des groupes de cyberattaquants qui ont les moyens et qui sont très bien financés pour finalement concevoir ces menaces parce qu'elles sont assez complexes. Ça demande du développement. Le but, c'est de frapper fort et rapidement en utilisant des failles, comme tout à l'heure, TTP connues ou inconnues. C'est surtout par ce canal-là, c'est-à-dire que, je le répète, ils vont essayer de détecter des failles inconnues qu'un éditeur d'un logiciel n'aurait pas encore détecté sur son propre produit. Et vu que ce n'est pas corrigé, c'est une porte d'entrée. Ils vont tenter de passer par cette porte d'entrée pour pénétrer le réseau de la cible. Il y a également un autre aspect qui va être l'espionnage. On peut parler d'espionnage industriel. C'est pour ça qu'on parle d'attaque ciblée parce que quand on fait de l'espionnage, bien souvent, on connaît sa cible et on connaît la typologie de données que l'on peut essayer de récolter. On va toujours utiliser l'hameçonnage, la pièce jointe, bien évidemment le rançon et le chantage sur l'aspect pécunier. Et toujours pour rester dans l'aspect pécunier, quand on est sur des attaques ciblées avec des cibles bien définies, bien souvent ça peut être dans un corps de métier bien précis ou des grosses sociétés, on va être sur de la commercialisation de données, qui est aussi un vecteur de business pour ces cyberattaquants, c'est de voler de la donnée pour la revendre sur le marché noir, sur le dark web. Donc voilà les deux types d'attaques qui peuvent exister. Et comment s'y prémunir? Tout simplement, les attaques de masse sont les plus présentes. Je pense que ça correspond à la grande majorité aujourd'hui des clients EZ, c'est-à-dire les TPE, les PME et jusqu'à plus de 10 000 postes. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais du sandboxing. Je vais le cibler ici, l'analyse en local. Finalement, pour détecter le comportement de ces menaces, on voit qu'elles sont de plus en plus développées pour essayer de passer à travers les mailles du fichier. Et donc, il va falloir mettre en place finalement ce que l'on appelle de l'intelligence artificielle ou de l'analyse comportementale pour comprendre le fonctionnement et voir s'il faut bloquer ou non cette menace. Et on arrive finalement à la limite du sandboxing en local qui fait appel à la puissance de la machine. C'est-à-dire que si vous avez un Windows 10, le sandboxing local ne va pouvoir simuler qu'une machine en Windows 10. Le but aujourd'hui, ça va être de faire appel au cloud pour avoir de la puissance quasi infinie. Donc on voit que les malwares sont de plus en plus intelligents, il va y avoir des techniques d'évasion qui sont de plus en plus complexes et surtout des comportements polymorphes. Donc le but aujourd'hui, on va plus loin que le sandboxing local parce qu'on est limité par rapport à la puissance de la machine. On va aller faire des analyses dans les serveurs cloud de EZ. Donc on va avoir une puissance quasi infinie. Au lieu de faire du sandboxing mono OS, c'est-à-dire par exemple que sur du Windows 10 par exemple, et grâce au cloud EZ, on va être capable de simuler tous les OS existants, de pouvoir savoir si la menace n'est pas conçue pour ne pas par exemple se déclencher dans un environnement iOS, mais potentiellement ou macOS pardon, mais se déclencher uniquement dans un environnement Windows. Donc ça, le but du cloud, ça va être finalement de brasser cette menace dans tous les environnements possibles. Et ensuite, on va également de faire ce que l'on appelle des timers de déclenchement. Une menace peut très bien être conçue pour se déclencher uniquement nous sommes le 4 avril, se déclencher par exemple le 4 octobre 2023. Donc le fait de faire appel au cloud, c'est d'avoir cette puissance et de pouvoir faire croire à la menace qu'elle va être qu'on est le 4 octobre 2023 ou le 4 octobre 2024, de voir si finalement de pousser dans le temps pour voir si la menace n'est pas tout simplement conçue pour être dormante, en mode zombie dans un environnement et se déclencher uniquement dans un an ou un an et demi ou dans 6 mois. Donc toute cette puissance du cloud aujourd'hui, c'est vraiment la montée en compétences, la montée en sécurité. Et ce que l'on préconise de faire finalement chez EZ, c'est de faire appel à l'intelligence artificielle, à l'analyse comportementale grâce au cloud de EZ. Finalement, si on veut imager le cloud par rapport à l'analyse en local, tout simplement, comme si on voulait concevoir un appartement et que dans cet appartement, il n'y avait qu'une table basse et un canapé, mais rien d'autre. Finalement, un cambrioleur qui arriverait dans cet appartement serait capable instantanément de détecter qu'il n'est pas dans un environnement normal. Il va peut-être repartir parce que il n'y a qu'un canapé, qu'une table basse. Alors que le fait de pouvoir utiliser le cloud,
l'idée, c'est de pouvoir concevoir un appartement très bien équipé avec une cuisine, une table basse, une salle de bain, une chambre, de la décoration, des vêtements. Finalement, c'est exactement la même chose, c'est de faire croire à la menace qu'elle est dans le bon environnement. Dans le cloud, on va être capable de simuler une vraie machine avec un historique de navigation, un logiciel métier, une messagerie, finalement de faire croire à la menace qu'elle est vraiment au bon endroit et qu'elle va pouvoir se déclencher. Finalement, c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre le comportement du malware. Si on va un petit peu plus loin, sans faire peur, il y a aussi aujourd'hui, sans faire appel à de la technologie cloud, et si on veut pas finalement être exposé au risque, on pourrait tout simplement imaginer ça avec cette slide, c'est-à-dire on pourrait très bien se mettre dans un château fort avec des douves où finalement on va protéger, on va maîtriser intégralement son réseau. L'information va être communiquée que à l'oral entre une personne et l'autre, pas par des canaux de communication. On va tout maîtriser finalement de A à Z. Alors ça va correspondre à très peu de sociétés aujourd'hui en France ou dans le monde. Il y a très peu de sociétés qui sont capables de fonctionner comme ça, mais il y en a. On en équipe avec les aides. Par exemple, des navires de guerre fonctionnent de cette manière, mais ils maîtrisent de A à Z leur réseau. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible pour une société lambda qui a besoin de communiquer sur l'externe. Et donc finalement, pour répondre à ces menaces, on arrive avec des nouvelles réponses par rapport à ces nouvelles problématiques, avec différents socles de protection. On a vu que le premier socle, c'est la protection des endpoints et des serveurs, c'est-à-dire des postes de travail et des serveurs, et que le second socle, à minima, serait le sandboxing cloud, également potentiellement la protection Microsoft 365, avec aussi du renforcement d'authentification, du chiffrement. Et on verra ensuite qu'il y a un autre socle qui est le MDR et le XDR. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et je vais juste terminer justement sur ces termes. Peut-être que vous en avez entendu parler. Je vais essayer juste de vulgariser, de faire comprendre la différence entre le sandboxing cloud, ce que l'on vient de voir juste avant, et le DR. Le sandboxing cloud, comment ça fonctionne? Vous le voyez, vous avez l'utilisateur, donc potentiellement vous ou un de vos salariés, qui va exécuter un fichier ou une pièce jointe. Il va y avoir une première analyse avec ce que l'on a vu, la technologie EZ, le multicouche en local. Si cette première analyse n'est pas sûre d'elle, en quelque sorte, elle va demander une deuxième analyse déportée cette fois dans le cloud editor. Et donc, c'est là où on parle de sandboxing cloud. Et finalement, pendant ce temps-là, l'utilisateur est en attente. En général, il y a moins de 5 minutes d'attente. Et c'est pas à chaque analyse, attention, je le répète, vous voyez bien qu'il y a une première analyse qui est faite instantanément par rapport à la technologie EZ en local. La seconde analyse est uniquement faite si la première analyse n'est pas sûre à 100% de son résultat. Et finalement, en moins de 5 minutes, l'utilisateur final va recevoir un retour de la part de EZ, positif ou négatif, et ce résultat va être partagé avec l'ensemble des utilisateurs du réseau, bien évidemment. C'est-à-dire que s'il y a 5 commerciaux qui reçoivent le même mail avec le même pièce jointe, le premier commercial va faire l'analyse, mais les 4 autres n'auront pas besoin de la faire parce que ça aura déjà été fait. Ce partage est fait avec l'utilisateur final. Ensuite, on peut paramétrer la solution pour bloquer l'ouverture de la pièce jointe si les aides détectent que c'est un fichier malveillant, ou on peut également très bien, si vous souhaitez quand même pouvoir l'ouvrir, on peut le paramétrer de cette manière, c'est-à-dire que EZ va vous dire que on vous déconseille fortement de l'ouvrir, mais vous aurez quand même possibilité de l'ouvrir. Il y a une remontée d'informations à l'administrateur, donc potentiellement vous ou vos interlocuteurs chez Ecula, et c'est cette technologie que l'on préconise fortement, c'est-à-dire l'analyse dans le cloud. Pourquoi? Parce que vous allez avoir aucune compétence ou ressources en plus nécessaires parce que tout est 100% automatisé. La technologie, elle est intégrée à l'endpoint. On ne vient pas installer encore un autre produit. C'est juste une option que l'on active. Il y a des paramétrages qui sont un peu plus avancés qui sont possibles. L'analyse, au niveau de l'analyse, elle est déportée en Europe, bien évidemment. Les fichiers sont bien sûr pas analysés. Finalement, on va analyser uniquement le hash du fichier. Vous savez, finalement, la fiche d'identité du fichier, le code du fichier. Et vous avez une réponse automatisée très généralement en moins de 5 minutes. Donc là, on est sur du sandboxing cloud qui fait appel à de l'analyse comportementale, à de l'intelligence artificielle. Et on va
tout simplement terminer avec ce que l'on appelle l'EDR. Peut-être que vous avez aujourd'hui entendu parler d'EDR, d'Endpoint Detection et Response. Il faut savoir que certains éditeurs sur le marché appellent la technologie Sandboxing Cloud EDR niveau 1. Nous, on a fait le choix, peut-être à tort ou à raison, de l'appeler par son nom, le Sandboxing Cloud. Pourquoi? Parce que après, l'EDR, c'est vraiment un autre produit qui va nécessiter d'autres compétences. Vous voyez que vous avez une attaque ciblée. Si on prend l'exemple d'une préparation d'une attaque ciblée, l'EDR, ça va être le but, ça va être de détecter, de prédire finalement et d'apporter une réponse. Donc le but, c'est de pouvoir surveiller activement et en profondeur tout le réseau du système informatique du client par la solution EDR. Donc on va analyser à la fois les endpoints, mais également tout ce qui gravite autour, la navigation web, le Microsoft 365 et d'autres logiciels. Et finalement, toutes ces remontées de log et d'IOC vont arriver dans la console d'administration. Quand on parle d'IOC, c'est tout simplement des indicateurs de compromission. C'est toutes les miettes de pain qui peuvent être laissées par l'attaquant, par le cyberattaquant. Et le but d'une solution EDR, c'est de prédire un petit peu et d'être capable de détecter qu'il y a une attaque qui est en train de se former. Et au détriment du Sandboxing Cloud, là, pour analyser toute cette remontée de logs et d'indicateurs de compromission, il va falloir de l'humain derrière, parce que même si on peut automatiser 60-70% des réponses et de la détection, il faut quand même de l'humain derrière et une équipe de ce qu'on appelle d'ingénieurs qui vont être capables d'analyser toutes ces données et pour ensuite, en plus des remédiations automatiques, apporter des remédiations manuelles et une véritable réponse. Donc aujourd'hui, EZ, si vous avez le besoin aujourd'hui d'avoir un EDR, EZ a un produit EDR et c'est avec plaisir que vous pouvez remonter vos besoins auprès d'Icula et que l'on pourra collaborer avec Icula pour répondre à vos besoins. Le message que je souhaitais juste faire passer aujourd'hui, c'était que si vous cherchez un EDR, EZ est capable de vous en fournir un, de vous former sur éventuellement l'utilisation ou de vous proposer un service de management de cet EDR en partenariat avec Icula. Et enfin, pour terminer, donc on a plusieurs bundles de sécurité aujourd'hui chez EZ. Vous avez le Protect Entry qui est tout simplement le produit de base qui est uniquement la protection des postes de travail et des serveurs de fichiers. Vous avez la protection Advanced qui est encadrée ici, qui est la protection recommandée par EZ et qui est la protection mise en place par Icula dans le cadre de ses offres. Donc là, vous avez la protection du endpoint, vous avez la possibilité d'avoir du chiffrement de données si vous le souhaitez, mais vous avez surtout le Sandboxing Cloud qui est inclus dans ce niveau de sécurité. Donc, vous voyez qu'on monte beaucoup plus en termes de sécurité par rapport à la solution d'avant. Ça va pas vous nécessiter plus d'expertise ni de ressources internes et vous allez avoir un niveau de sécurité nettement amélioré par rapport à un antivirus de base. Et ensuite, si vous avez le besoin, vous pouvez revenir vers Icula. Nous avons d'autres bundles. Vous avez le Protect Complete qui, lui, va venir intégrer la protection de Microsoft 365. Vous allez avoir le bundle Protect Enterprise qui vient, lui, intégrer le produit EDR. Et vous avez enfin, pour terminer, le Protect MDR qui vient intégrer le produit EDR ainsi que son service managé par les équipes EZ au quotidien en fonction de vos besoins. Donc, je vous remercie. Je vois que j'ai pris un peu de temps, c'est 10h45 et je vais pouvoir te laisser la parole, Anthony. Est-ce que tu souhaites partager ton écran ou est-ce que tu souhaites que je passe les slides au fur et à mesure? Comme tu veux, comme tu veux. Je peux reprendre la main si tu veux. Attends, Sans problème. Je vais couper le partage. Hop, et là, est-ce que c'est bon? Alors, ça a l'air bon. Oui, c'est bon pour moi. Oui, on est bien sur la slide qui sommes-nous. Ok. Donc, oui. Alors, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. Je vais essayer de faire au mieux et de faire assez rapidement pour qu'effectivement on tienne bien dans le créneau. Donc, on va commencer par une petite présentation d'Icula. Alors, je vais faire assez rapidement parce que je pense que voilà, beaucoup de gens viennent parce que Icula a partagé l'invitation, donc vous nous connaissez déjà. On est effectivement hébergeur informatique depuis 25 ans désormais. On est entièrement en France. On est propriétaire de 2 data centers en propre.
qui sera un de nos points forts. On a mis l'accent sur l'énergie renouvelable. On a choisi d'avoir 100% d'énergie renouvelable dans nos deux data centers et quelque chose d'assez récent, fin 2022. On est désormais certifié ISO 50001. Donc ISO 50001, c'est une certification sur la gestion de l'énergie justement, l'amélioration de la gestion de l'énergie au quotidien. Et je pense que vous le savez tous, les data centers sont quand même très gourmands à ce niveau-là, donc c'est quelque chose de très important pour nous, le côté écologique. Un petit peu d'histoire, là aussi pareil, je vais passer assez vite sur le slide. Comme je disais, donc Ikula créé il y a 25 ans, 98, qui a acheté son premier data center en 2006, donc le data center de Reims, puis un second data center, en plein d'offres ont été lancées bien sûr, avec Keep Include pour le stockage de fichiers, etc. Les services Cloud Stack, après du VMware, etc. Donc on a ouvert notre deuxième data center dans l'Aisne, près de Laon, en 2014. Donc on verra plus tard que le fait d'avoir deux data centers offre plusieurs avantages au niveau de la redondance des infrastructures, etc. Des PRA, des PCA, des choses comme ça. Et un des points notables plus récents, du coup, on a intégré le groupe C1 en 2021, fin 2021. Donc qui est un grand groupe de télécommunications, et donc ça permet aussi à Ikula de s'interfacer avec le groupe C1 pour pouvoir étendre ses offres, avoir des offres de fibre, de 4G, etc., plus réseau qu'offre le groupe C1. Et en 2022, comme j'ai un peu déjà parlé, l'obtention de deux certifications, donc l'ISO 50001, comme je vous l'avais dit sur la maintenance de l'énergie, et l'ISO 27001, que je vais parler un peu plus juste après. Donc, retour sur quelques chiffres, effectivement, 25 ans d'expérience, présent des clients dans 100 pays actuellement, deux data centers, plusieurs points de peering et de raccordement au niveau réseau, là pour le coup, et un cœur de réseau de 100 gigabits actuellement et qui est en constante évolution, un peu comme l'a dit Jérémy tout à l'heure. Voilà, c'est le réseau et l'informatique évoluent vraiment très rapidement et le cœur de réseau est une base de ça et donc ça évolue constamment. Ikula et la cybersécurité. Alors excusez-moi, je vais un peu vite, je vois qu'il est déjà 50 pour essayer qu'on ne dépasse pas. Donc ISO 50001, management de l'énergie, j'en ai parlé juste avant. Donc là, sur le sujet qui nous intéresse plus, l'ISO 27001. Donc l'ISO 27001, c'est le management de la sécurité de l'information. Alors, pour schématiser, c'est notre périmètre, nous, de certification. C'est tout ce qui est, on va dire, la base qui sert à la gestion, l'infogérance, etc. C'est-à-dire notre périmètre est notre SI interne, nos systèmes d'alimentation électrique, nos climatisations, la sécurité physique. Donc la sécurité physique, ça peut être la sécurité physique des bâtiments, la sécurité de la vidéosurveillance, etc., etc. Parce que c'est effectivement, on parle énormément de cybersécurité. Mais la première couche, c'est le physique. Si la personne arrive à atteindre physiquement votre serveur, c'est un très gros problème. Donc, on a cette certification-là qu'on a eu fin 2022 et qui permet de garantir que on a tout un ensemble de procédures, de systèmes mis en place, d'audits, etc. sur l'ensemble de ce périmètre-là, afin de garantir que ce soit pour nous en interne, mais aussi pour nos clients, que voilà, toute cette partie-là est bien gérée. Alors, voilà. Côté sécurisation des infrastructures. Alors là, c'est un peu énormément d'informations. Ça regroupe un peu ce que j'ai dit avant. Vous voyez avec les images, avec le côté redondance, le côté vidéosurveillance, le côté groupe électrogène en cas de coupure d'électricité, des choses comme ça. Donc il y a plusieurs catégories, on va dire, dans ce slide. La première partie, la sécurité du périmètre, donc ça fait partie des offres en fait
qu'on peut proposer à nos clients. Donc on va avoir des pare-feux réseau, donc on est principalement en partenariat avec Fortinet pour ça, qu'on propose sur nos plateformes. Les pare-feux applicatifs, donc ça peut être tout ce qu'on appelle le WAF, le Web Application Firewall, tout ce qui peut être un peu plus un peu plus précis, qui s'adapte à votre site web, etc. Des solutions anti-DDoS. Alors ça, c'est, on va dire, une obligation de nos jours pour les hébergeurs d'avoir des solutions anti-DDoS, un peu comme le disait Jérémy tout à l'heure. Les attaques de virus, etc., sont constantes. C'est pareil pour nous au niveau DDoS. C'est quelque chose de quotidien. Donc voilà, on doit protéger notre réseau, que ce soit pour nous protéger nous ou protéger nos clients. La partie antivirus, Jérémy l'a très bien expliqué. Donc on a un partenariat effectivement avec EZ pour cette partie. La partie anti-spam, alors chez nous, ça se généralise avec les offres 365, donc les potentielles options 365. Ou du Zimbra qu'on fournit aussi, mais on a aussi potentiellement des solutions d'anti-spam hébergées, dédiées sur serveur physique ou serveur virtuel chez nous. Double authentification, c'est maintenant la base, donc c'est quelque chose qu'on généralise sur l'ensemble de nos interfaces, voire même qu'on essaye un peu de pousser, entre guillemets, de forcer pour sécuriser nos interfaces, par exemple l'extranet et des choses comme ça. La sécurité des données, alors là c'est effectivement le point le plus important. Donc la donnée, c'est effectivement le point qu'on ne peut pas recréer. Si une fois qu'elle est perdue, elle est vraiment perdue. Donc on a beaucoup d'offres là-dessus qui s'axent là-dessus. Donc la sauvegarde. On a assez récemment un partenariat avec Vim, que je pense que vous connaissez tous, et donc voilà qu'on offre pareil selon nos différents niveaux de service et tout. La redondance sur site et hors site, donc le PCA ou le PRA, un peu comme je disais tout à l'heure, que ce soit via un seul de nos data centers ou les deux data centers, que ce soit en virtuel, en physique, on a plein d'offres permettant d'avoir de la redondance dans la même salle, entre deux salles informatiques, entre même deux data centers, etc. Ou même avec un autre hébergeur, hein, ça se fait beaucoup. Ça, il y a pas de souci. La haute disponibilité, ça rejoint le PCA PRA et la réplication, qui est effectivement un point qui va avec. Toutes ces informations-là, on a deux documents, le plan d'assurance qualité et le plan d'assurance sécurité, qui sont en fait des gros documents qui regroupent toutes les garanties et toutes les garanties qu'on peut fournir à nos clients sur ces points-là. Donc ça, c'est des documents qui sont à la demande, hein, qui ne sont pas disponibles publiquement. C'est des documents fournis par nos équipes commerciales. Mais voilà, ça permet de regrouper énormément d'informations, comme je disais, sur le côté protection physique, vidéosurveillance, etc. Ça regroupe toutes ces informations-là de manière beaucoup plus détaillée. Je vais un peu plus vite, il est 56. Les solutions, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc ça regroupe effectivement ce que je vous disais. Icula fait tout un panel de solutions, de la machine physique virtuelle, de la sauvegarde, du serveur dédié, de l'infogérance, on va en parler un petit peu après, l'hébergement, etc., sur diverses technologies. Il n'y a pas de... EZ et les offres Icula. Donc, je vais revenir sur les niveaux de service du coup dans un premier temps, et dans un second temps, il y aura hors niveau de service. Donc, on a chez Icula actuellement 3 niveaux de service qui vont, on va dire, un peu plus loin à chaque fois. Le niveau Silver étant la base, puis le Gold, puis le Platinum. Le niveau Silver est un niveau d'entrée, on va dire, qui permet de fournir une solution de supervision, une solution de sauvegarde inclus dans le niveau de service. Puis on passe au niveau Gold, donc pour l'instant il n'y a pas EZ d'inclus. Puis on passe au niveau Gold. Le niveau Gold ajoute énormément d'options, notamment la personnalisation de tout ce qui est supervision. Là, vous pouvez vraiment personnaliser, nous demander la personnalisation complète de votre supervision, que ce soit même par exemple pour une appli métier.
On va pouvoir aller personnaliser exactement les sondes, les déclencheurs, la manière dont vous êtes prévenu, etc. Et le niveau Platinum, donc qu'on peut appeler, on va dire, infogérance complète entre guillemets, qui est là un niveau de gestion complet des serveurs par une équipe spécialisée. Et généralement, on peut généraliser en disant, le client n'a pas forcément accès au serveur dans ce niveau de service, c'est vraiment Eekula qui gère tout, que ce soit la mise à jour, la sauvegarde, la surveillance que les sauvegardes se passent bien, des potentiels tests de restauration, des tests de bascule dans le cas d'un PCA PRA, etc. Et la gestion des EZ. Donc EZ est inclus dans le niveau Platinum. Donc c'est-à-dire que si vous l'avez, c'est installé, on l'installe de base sur l'ensemble des serveurs qui sont en niveau Platinum. Du coup, là, gère la solution, la surveille quotidiennement pour les déclenchements d'alerte, les actions, etc. Bien sûr, tout ce qui est politique de sécurité, tout ce qui est la gestion des alertes, est-ce qu'on supprime les fichiers, est-ce qu'on les met en quarantaine, etc. C'est vu en accord avec le client. Ça reste les données du client. C'est pas Eekula qui choisit de supprimer et de la manière dont on gère. Nous, on est là en conseil, on est là en gestion après au quotidien, mais on aide le client, on accompagne le client. Bien sûr, les deux niveaux de service au-dessus, Silver et Gold, peuvent avoir la solution EZ. C'est juste qu'elle n'est pas inclue. On peut parfaitement la prendre en option à côté. Et à côté, donc ça, on va dire le premier niveau de service, c'est plus la partie entreprise et la partie particulier, on va dire, ou entreprise aussi, mais sans infogérance. On peut aussi fournir sans problème les solutions EZ. Jérémy en a un peu parlé. Effectivement, de base, nous, on fournit la solution Protect Advance, mais on est effectivement ouvert si certains besoins se font sentir sur d'autres solutions pour ça. Donc, on peut effectivement protéger, que ce soit des serveurs hébergés chez Eekula ou en externe, les postes de travail de votre société, tout en même temps, les serveurs et les postes de travail, que ce soit avec et sans gestion d'Eekula. Ça peut être juste, nous on fournit entre guillemets la solution, ou on peut vous fournir la solution avec une prestation de conseil, de la configuration, de surveillance quotidienne, etc. Donc voilà, tout est possible. Et comme disait Jérémy, n'hésitez pas à contacter les équipes d'Eekula pour si jamais vous avez des questions et des besoins spécifiques, on se fera, même si ce n'est pas forcément au catalogue, on se fera un plaisir d'analyser votre demande. Voilà, donc je pense que j'ai facilité, je vois qu'il est 11h tout pile. On est pas mal dans le créneau, dans le timing. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va rester de toute façon quelques minutes, même si le créneau Oui, bien sûr. est terminé pour répondre aux éventuelles questions.